Le 29 mai 1453, à l'aube, les cris des mouettes qui survolaient le Bosphore se mélangent aux grondements sourds de l'artillerie ottomane. Dans les rues pavées de Constantinople, les derniers défenseurs de l'Empire romain d'Orient s'apprêtent à livrer leur combat final. Après 55 jours de siège, la ville qui avait résisté à tous les assauts depuis plus de 1000 ans va tomber. Cette journée ne marque pas seulement la fin d'un empire, elle scelle le destin de toute une civilisation. En 1453, l'Empire byzantin ne contrôle plus que Constantinople et quelques territoires du Péloponnèse. La grande cité qui comptait autrefois des centaines de milliers d'habitants n'en abrite plus que 40 000. Les rues autrefois grouillantes de marchands, d'artisans et de pèlerins ressemblent désormais à un archipel de villages fortifiés, séparés par de vastes champs en friche. Entre 1346 et 1349, la peste noire avait déjà décimé près de la moitié de la population. L'empereur Constantin, 11 paléologues, comprend la situation désespérée dans laquelle se trouve son empire. Ce souverain de 49 ans, monté sur le trône en 1449, porte le poids de 14 siècles d'histoire romaine sur ses épaules. Son nom n'est pas un hasard du destin. Comme le premier Constantin qui avait fondé la ville en 330, il sera le dernier à y régner. Les murailles théodosiennes, ces remparts légendaires qui avaient protégé la ville depuis le 5e siècle, dominent encore le paysage. Triple ligne de défense avec ses fossés, ses tours et ses créneaux, cette fortification avait repoussé Arabes, Bulgares, Russes et tant d'autres envahisseurs. Mais en cette année 1453, la technologie militaire a évolué. Les temps des catapultes et du feu grégeois appartiennent au passé. De l'autre côté des murailles, un homme de 21 ans seulement observe la cité qu'il convoite. Mehmed II, surnommé plus tard le Conquérant, commande une armée qui dépasse largement en nombre les défenseurs de Constantinople. Ce jeune sultan ottoman n'a rien du guerrier impulsif qu'on pourrait imaginer. Cultivé, parlant plusieurs langues et passionné par l'art militaire, il a préparé minutieusement cette campagne. Mehmed a hérité du trône ottoman dans des circonstances particulières. Son père, Mourad II, avait abdiqué en sa faveur quand il n'avait que 13 ans, avant de reprendre le pouvoir face aux difficultés du règne. Cette expérience précoce du pouvoir a forgé le caractère du futur conquérant. Quand il accède définitivement au trône en 1451, il a déjà des idées précises sur l'avenir de son empire. Pour Mehmed, Constantinople n'est pas qu'un objectif militaire, c'est le symbole ultime, la clé qui lui permettra de se proclamer héritier légitime de l'Empire romain. Contrôler les détroits signifie dominer le commerce entre l'Europe et l'Asie, entre la mer Noire et la Méditerranée. Cette ville représente un enjeu géopolitique majeur à l'échelle de l'époque. L'histoire de ce siège aurait pu être différente sans un homme, Urbain, un ingénieur hongrois spécialisé dans la fonderie de canons. En 1452, cet ingénieur avait d'abord proposé ses services à Constantin, 11, mais l'empereur byzantin n'avait pas les moyens financiers de satisfaire ses demandes. Urbain s'était alors tourné vers les Ottomans. Mehmed II lui offre 4 fois le salaire demandé et met à sa disposition tous les moyens nécessaires. Dans les fonderies d'Edirne, l'ancienne capitale ottomane, Urbain entreprend de fabriquer l'arme qui changera le cours de l'histoire. En 3 mois seulement, il crée un monstre de bronze et de fer, un canon de 8 mètres de long, capable de projeter des boulets de pierre de 600 kg. Ce basilic, ou Shahi Topu, comme l'appellent les Ottomans, nécessite 60 bœufs et 200 hommes pour son transport jusqu'aux murailles de Constantinople. Lors des essais en janvier 1453, le bruit du canon est si terrifiant qu'il faut prévenir la population, particulièrement les femmes enceintes, de peur qu'elles ne perdent leur enfant. Les boulets s'enfoncent de 2 mètres dans le sol lors des tests, mais cette arme révolutionnaire a ses limites. Sa cadence de tir ne dépasse pas 7 coups par jour. Le métal chauffe tellement qu'il faut laisser refroidir le canon entre chaque tir. De plus, l'arme est fragile et plusieurs canons exploseront pendant le siège, tuant leurs servants. Mehmed ne s'en remet pas qu'à son artillerie.
Son armée compte entre 80 000 et 100 000 hommes selon les estimations modernes, soutenue par une flotte de plus de 120 navires. Face à cette force, Constantin XI ne dispose que de 5 000 soldats grecs auxquels se joignent environ 2 000 étrangers, principalement des Génois et des Vénitiens. Parmi ces défenseurs étrangers, Giovanni Giustiniani tient une place particulière. Ce condottiere génois, expert en matière de siège, arrive à Constantinople le 26 janvier 1453 avec 700 hommes. Constantin XI lui confie la responsabilité cruciale de la défense des murailles terrestres. Giustiniani amène avec lui un ingénieur allemand ou écossais, Johannes Grant, spécialisé dans le génie militaire. La colonie vénitienne de la ville, dirigée par Girolamo Minotto, choisit de rester et de participer à la défense. Cette décision n'était pas évidente. Venise entretenait des relations commerciales avec l'Empire ottoman et aurait pu choisir la neutralité. Mais l'attaque d'un navire vénitien par les canons ottomans de la forteresse de Rumeli-Isari avait clarifié la situation. En face, l'armée ottomane présente une diversité impressionnante. Les janissaires, cette élite de l'infanterie ottomane formée dès l'enfance, constituent le fer de lance de l'armée, recrutés parmi les enfants chrétiens des Balkans selon le système du Devshirme. Ces soldats sont d'une discipline et d'une loyauté absolue envers le sultan. Leurs uniformes blancs et leurs bonnets caractéristiques en font une force reconnaissable sur le champ de bataille. Le 6 avril 1453, l'armée ottomane prend position devant Constantinople. Mehmed établit son quartier général près du Mésoteikion, la section centrale des murailles théodosiennes, là où ces canons géants peuvent faire le plus de dégâts. Les Ottomans installent leurs batteries d'artillerie face aux points les plus vulnérables des fortifications. La stratégie de Mehmed est claire, pilonner sans relâche les murailles pour y ouvrir des brèches, puis lancer l'assaut général. 14 canons tirent simultanément sur les remparts, concentrant leurs tirs sur les zones les plus fragiles. Le bruit est assourdissant. Les habitants de Constantinople vivent dans la terreur permanente de ces bombardements qui ébranlent les fondations des maisons les plus anciennes. Chaque nuit, les défenseurs se lancent dans une course contre la montre. Ils doivent réparer les dégâts causés par l'artillerie ottomane, reboucher les brèches, consolider les murailles affaiblies. Soldats byzantins et civils travaillent côte à côte, utilisant pierres, poutres de bois et même des cadavres pour combler les trous. Les Ottomans, de leur côté, profitent de la nuit pour se rapprocher des murailles. Ils comblent les fossés avec tout ce qu'ils trouvent, terre, pierres, branches et malheureusement les corps des soldats tombés lors des premiers assauts. Cette progression nocturne permet aux troupes de Mehmed de se rapprocher dangereusement des remparts. Constantinople bénéficie d'un avantage naturel. 3 de ses côtés sont protégés par l'eau. Le détroit du Bosphore au nord, la mer de Marmara au sud, et surtout la Corne d'Or à l'ouest, ce bras de mer naturel qui constitue le port de la ville. Les Byzantins ont tendu une énorme chaîne à l'entrée de la Corne d'Or, empêchant les navires ottomans d'y pénétrer. Mehmed imagine alors un stratagème audacieux qui restera dans l'histoire, transporter ses navires par voie terrestre. Il fait aplanir un chemin de 16 km entre le Bosphore et la Corne d'Or, le couvre de planches enduites de graisse de bœuf et de mouton. Dans la nuit du 22 avril, 70 navires ottomans légers glissent sur cette voie terrestre et se retrouvent dans la Corne d'Or au matin. Les Byzantins se réveillent avec l'horrible surprise de voir des navires ennemis dans leur port, là où ils se croyaient protégés. Ce coup de génie tactique de Mehmed oblige les défenseurs à diviser leurs forces. Ils ne peuvent plus concentrer tous leurs efforts sur les murailles terrestres. Ils doivent aussi défendre le côté maritime. L'amiral byzantin Luca Notaras tente une contre-attaque navale, mais elle échoue. Pire, plusieurs navires byzantins sont coulés ou capturés. La domination navale ottomane est désormais totale. Constantinople se retrouve complètement encerclée, coupée de tout secours extérieur. Dans cette situation désespérée, des figures héroïques émergent du côté des défenseurs. Constantin XI donne l'exemple du courage.
Contrairement à bien des souverains de l'époque qui dirigent leurs armées depuis l'arrière, l'empereur byzantin se bat aux côtés de ses hommes sur les murailles. Il porte l'armure d'un simple soldat pour ne pas être reconnu par l'ennemi. Giovanni Giustiniani devient rapidement l'âme de la résistance. Ce Génois expérimenté organise la défense avec une efficacité remarquable. Il fait installer des barricades supplémentaires derrière les murailles, prépare des réserves d'armes et de projectiles, et surtout maintient le moral des troupes par son exemple personnel de bravoure. Johannes Grant, l'ingénieur allemand, rivalise d'ingéniosité avec les Ottomans. Il fabrique des canons improvisés, met au point des dispositifs de défense innovants et surtout organise les travaux de réparation nocturne des murailles. Sa connaissance technique permet aux Byzantins de tenir bien plus longtemps que prévu. Du côté des civils, la population de Constantinople fait preuve d'un courage exemplaire. Hommes, femmes et enfants participent aux travaux de fortification. Les femmes transportent des pierres et de la nourriture aux défenseurs. Les artisans fabriquent des armes improvisées. Même les moines quittent leur monastère pour prendre part au combat. Urbain, l'ingénieur hongrois créateur du canon géant, connaît un sort tragique. Il meurt dans l'explosion de son propre canon durant le siège. Cette explosion, causée par un rechargement trop rapide qui n'a pas permis au métal de refroidir suffisamment, prive les Ottomans de leur meilleure arme et de son créateur. Mais les dégâts sont déjà considérables. Les murailles théodosiennes, qui avaient résisté à 1000 ans d'assaut, montrent des signes de faiblesse inquiétants. Des pans entiers de murailles s'effondrent sous les bombardements répétés. La tour Saint-Romain est détruite un soir, mais les défenseurs la reconstruisent dans la nuit, à la stupeur des Ottomans. Cette capacité de réparation nocturne des Byzantins impressionne même leurs ennemis. Chaque matin, Mehmed découvre que les brèches ouvertes la veille ont été comblées. Cette résistance acharnée retarde ses plans et fait monter la tension dans son camp. Certains de ses conseillers commencent à douter du succès de l'entreprise. Vers la fin mai, voyant que la défense s'affaiblit mais tient encore, Constantin XI accepte d'entrer en négociation avec Mehmed. L'empereur espère peut-être gagner du temps en attendant des secours qui ne viendront jamais. Un émissaire ottoman, Ismaël, fils d'un prince vassal grec converti à l'islam, se présente devant l'empereur. Les conditions de Mehmed sont draconiennes. Un tribut annuel de 100 000 besants d'or, somme largement au-dessus des moyens de l'Empire byzantin. En cas de refus, les habitants auraient le choix entre l'exil en emportant leurs biens ou subir l'assaut final de l'armée ottomane. Constantin XI réunit son conseil. La décision est unanime. Ces conditions sont inacceptables. Accepter ce tribut reviendrait à reconnaître la suzeraineté ottomane et à transformer l'Empire byzantin en vassal. Pour l'héritier de Rome et de Byzance, cette capitulation est impensable. L'empereur répond par un refus catégorique. Cette tentative de négociation révèle en réalité la confiance grandissante de Mehmed. Le sultan sait que la ville va tomber. Ces pourparlers ne sont qu'une formalité diplomatique, une dernière chance offerte aux défenseurs d'éviter le massacre final. Les jours précédant l'assaut final sont marqués par des événements que les contemporains interprètent comme des présages. Une éclipse lunaire partielle se produit le 22 mai 1453, rappelant d'anciennes prophéties qui annonçaient la chute de Constantinople quand l'empereur s'appellerait Constantin et qu'une éclipse obscurcirait le ciel. Dans les rues de Constantinople, la tension est palpable. Les églises ne désemplissent pas. Les prêtres orthodoxes appellent à la prière et au repentir. Certains voient dans ces événements la punition divine pour l'union des églises que l'empereur avait acceptée en échange de l'aide occidentale qui n'est jamais venue. Du côté ottoman, l'ambiance est différente. Les soldats aiguisent leurs armes et se préparent au combat final. Mehmed fait circuler la promesse traditionnelle. Après la prise de la ville, les soldats auront droit à 3 jours de pillage. Cette perspective galvanise les troupes qui attendent depuis 2 mois sous les murailles de Constantinople. Dans la nuit du 28 au 29 mai 1453, vers 1h30 du matin, Mehmed lance l'attaque finale.
Cette fois, ce n'est plus un assaut local, mais une offensive générale sur tous les fronts. Le plan ottoman est méthodiquement orchestré. Épuiser d'abord les défenseurs avec des troupes d'assaut de second ordre, puis lancer les janissaires contre une défense affaiblie. La première vague se compose de Bachi Bouzouk, ces soldats irréguliers, peu disciplinés mais nombreux. Leur rôle est de fatiguer les défenseurs et de combler les fossés avec leur corps s'il le faut. Ces hommes se ruent vers les murailles dans un désordre apparent mais qui masque une stratégie calculée. Les défenseurs, épuisés par 2 mois de siège, puisent dans leur dernière réserve d'énergie. Giovanni Giustiniani dirige personnellement la contre-attaque depuis les murailles. Ses hommes repoussent cette première vague, mais au prix de lourdes pertes. Les munitions commencent à manquer cruellement. La deuxième vague ottomane est composée de troupes anatoliennes mieux organisées. Cette fois, l'assaut est coordonné avec l'artillerie qui pilonne sans interruption les sections de murailles les plus endommagées. Les défenseurs voient avec terreur que certaines brèches deviennent infranchissables. Au moment crucial du combat, un événement dramatique change le cours de la bataille. Giovanni Giustiniani, l'organisateur de la défense, est grièvement blessé par un projectile ottoman. Perdant beaucoup de sang, le condottiere génois demande à être évacué vers ses navires dans la Corne d'Or. Son départ a un effet psychologique désastreux sur les défenseurs. Les soldats génois qui l'accompagnent abandonnent leur poste pour l'escorter vers le port. Cette défection crée une brèche dans les lignes de défense au moment le plus critique. La section de muraille que défendait Giustiniani se retrouve dangereusement dégarnie. Constantin XI tente de rallier ses hommes. L'empereur comprend que la bataille se joue maintenant. Il arrache ses insignes impériaux pour ne pas être reconnu et se précipite vers la brèche avec ses derniers fidèles. Dans le chaos du combat, personne ne sait vraiment où se trouve l'empereur, ni ce qui lui arrive. C'est le moment que choisit Mehmed pour lancer sa garde d'élite. Les janissaires, ces soldats disciplinés et fanatiques, montent à l'assaut des murailles affaiblies. Contrairement aux vagues précédentes, ils progressent en bon ordre, utilisant échelles et grappins, avec une efficacité redoutable. Parmi eux, un géant nommé Hassan attire l'attention. Ce janissaire, qui dépasse ses compagnons d'une tête, gravit le premier les murailles ébranlées. Bien qu'il soit abattu par les défenseurs, son exemple galvanise ses compagnons. D'autres janissaires suivent, élargissant la brèche. Les défenseurs byzantins se battent avec l'énergie du désespoir. Ils savent que la chute de la ville signifie la mort ou l'esclavage pour la plupart d'entre eux, mais leur nombre diminue rapidement. Beaucoup sont tombés depuis le début du siège, et les survivants sont épuisés par 2 mois de combat ininterrompus. Une section de la muraille près de la porte de Kerkoporta cède finalement. Les Ottomans découvrent que cette petite porte, normalement fermée, a été laissée ouverte par erreur ou par négligence. Une cinquantaine de janissaires s'y engouffrent et hissent le drapeau ottoman sur une tour. Ce signal visible de toute la ville annonce la défaite imminente. Constantin XI se bat anonymement parmi ses soldats près de la porte Saint-Romain. Habillé comme un simple fantassin pour éviter d'être reconnu, le dernier empereur romain d'Orient livre son dernier combat. Les témoins rapportent qu'il refuse jusqu'au bout les propositions de fuite de ses proches. À la tombée de la nuit, Constantin XI est tué dans la bataille, dans l'anonymat le plus complet. Son corps est enseveli sous plusieurs autres cadavres, au pied de la muraille. Personne ne sait exactement comment meurt le dernier Basileus. Certains disent qu'il charge seul vers les janissaires, d'autres qu'il tombe sous les flèches ottomanes. Mehmed II, après sa victoire, ne sait pas si Constantin a fui ou s'il est mort. Il fait rechercher le corps pendant plusieurs jours. On retrouve finalement le cadavre de l'empereur, identifié grâce aux chaussures brodées d'un aigle d'or, symbole des paléologues. Cette fin tragique du dernier empereur byzantin symbolise la chute de tout un monde. Avec Constantin, XI disparaît non seulement un homme, mais 1000 ans d'empire romain d'Orient. La prophétie s'accomplit. Constantinople tombe quand un empereur nommé Constantin y règne.
Mehmed II entre victorieusement dans Constantinople par la porte d'Édirne dans l'après-midi du 29 mai 1453. Le jeune sultan de 21 ans réalise ainsi le rêve de tous les dirigeants musulmans depuis les débuts de l'islam. Conquérir la ville gardée de Dieu, comme les Byzantins appelèrent leur capitale. Selon la tradition militaire de l'époque, les soldats ottomans ont droit à 3 jours de pillage. Cette perspective avait motivé beaucoup d'entre eux pendant le siège. Mais Mehmed, conscient de la valeur historique et symbolique de la ville, limite rapidement ses excès. Il veut faire de Constantinople sa nouvelle capitale, pas un champ de ruines. Le sultan fait un exemple en tuant de sa propre main un janissaire qui dégradait les dalles de marbre de Sainte-Sophie. Ce geste envoie un message clair: Constantinople doit être préservée, pas détruite. Mehmed comprend qu'il hérite d'un patrimoine exceptionnel qu'il entend préserver. Le pillage, bien que limité dans le temps, fait néanmoins des ravages. Les pertes humaines sont lourdes, environ 4000 morts et 50 000 prisonniers du côté byzantin, dont une grande partie est réduite en esclavage. Les familles sont séparées, les biens sont saisis, et la population survivante vit dans la terreur de son sort futur. Le moment le plus symbolique de cette conquête se déroule dans la basilique Sainte-Sophie. Mehmed II, escorté de ses vizirs et de ses oulémas, pénètre dans le sanctuaire chrétien le plus vénéré de l'Orient. Cette cathédrale, construite par Justinien au VIe siècle, représentait le cœur spirituel de l'Empire byzantin. Le sultan monte sur l'autel et le foule aux pieds, geste de profanation symbolique, puis s'agenouille pour faire la prière musulmane de Dor. Par cet acte, la basilique chrétienne se transforme officiellement en mosquée. Les mosaïques chrétiennes sont recouvertes de plâtre, les croix sont enlevées et des minarets sont construits aux 4 coins de l'édifice. Cette transformation de Sainte-Sophie résonne dans tout le monde chrétien comme le symbole ultime de la défaite. Pendant près de 1000 ans, cette cathédrale avait été le siège du patriarche de Constantinople, rival de Rome dans le monde chrétien. Sa conversion en mosquée marque la fin définitive de l'Empire byzantin. Mehmed ne se contente pas de conquérir une ville, il s'approprie tout un héritage. Il se proclame Kaiser-i-Rum, c'est-à-dire César des Romains, revendiquant ainsi la succession directe de l'Empire romain. Cette prétention ne sera jamais reconnue par l'Occident chrétien, mais elle illustre l'ambition universelle du nouveau maître de Constantinople. La chute de Constantinople provoque un choc considérable dans toute l'Europe chrétienne. Le Bern, pape Nicolas V lance un appel à la croisade dès septembre 1453. Mais les puissances occidentales sont trop occupées par leurs propres conflits pour réagir efficacement. La France termine la guerre de 100 ans, l'Espagne achève la Reconquista et le Saint-Empire est divisé par ses querelles internes. Seule Venise, qui entretenait des relations commerciales importantes avec Byzance, envisage sérieusement une intervention. Mais la Sérénissime République comprend rapidement qu'elle devra s'accommoder du nouveau maître de Constantinople. Les intérêts commerciaux l'emportent sur la solidarité chrétienne. L'événement entraîne l'exil de nombreux savants et artistes byzantins vers l'Italie. Ces réfugiés apportent avec eux des manuscrits grecs anciens, des connaissances scientifiques et une culture raffinée qui enrichissent la Renaissance occidentale. Paradoxalement, la chute de Byzance contribue à l'épanouissement culturel de l'Europe. Du côté ottoman, la victoire confirme la montée en puissance de l'Empire. Mehmed peut désormais contrôler totalement les détroits entre l'Europe et l'Asie. Tous les navires qui veulent passer du Bosphore aux Dardanelles doivent maintenant payer un tribut au sultan. Cette position stratégique génère des revenus considérables. Constantinople ne devient officiellement Istanbul qu'en 1930, mais les Ottomans utilisent déjà ce nom ou des variantes comme Islambol, pleine d'islam, pour marquer la nouvelle identité de la ville. Mehmed entreprend rapidement de repeupler la cité en y installant des populations de tout l'Empire, Turcs d'Anatolie, Grecs des îles, Slaves des Balkans, Arméniens, Juifs. Cette politique de repeuplement transforme radicalement le visage de la ville.
La population reste longtemps majoritairement chrétienne, mais l'élite dirigeante est désormais musulmane. Les anciens palais byzantins deviennent des résidences ottomanes, les églises se transforment en mosquées ou en écoles coraniques. L'architecture de la ville évolue également. Mehmed fait construire un nouveau palais, Topkapi, qui domine le Bosphore. Ce complexe architectural, avec ses jardins, ses pavillons et ses harems, devient le symbole du pouvoir ottoman. Le style architectural ottoman, mélange d'influences byzantines, islamiques et ottomanes, donne une nouvelle identité à l'ancienne Constantinople. La ville retrouve progressivement sa prospérité économique. Sa position géographique exceptionnelle entre deux continents en fait naturellement un centre commercial majeur. Les marchands affluent des quatre coins de l'Empire et au-delà, redonnant vie aux bazars et aux ports de la cité. La prise de Constantinople force l'Europe à repenser ses relations avec l'Orient. Les routes commerciales traditionnelles vers l'Inde et la Chine, qui passaient par Constantinople, sont désormais contrôlées par les Ottomans. Cette situation pousse les Européens à chercher de nouvelles voies maritimes vers l'Asie. Christophe Colomb, qui découvrira l'Amérique en 1492, cherche précisément une route occidentale vers les Indes pour contourner le monopole ottoman. Vasco de Gama, qui atteindra l'Inde par le cap de Bonne-Espérance en 1498, répond à la même nécessité. Paradoxalement, la chute de Constantinople contribue ainsi aux grandes découvertes qui ouvriront l'ère moderne. L'événement marque aussi une évolution dans l'art de la guerre. L'efficacité de l'artillerie ottomane contre les murailles byzantines démontre que l'époque des fortifications médiévales touche à sa fin. Les ingénieurs militaires européens étudient attentivement les techniques utilisées par Mehmed et commencent à développer de nouvelles méthodes de fortification adaptées à l'âge des canons. Pour les habitants orthodoxes de Constantinople, la conquête ottomane n'est pas nécessairement la catastrophe qu'on pourrait imaginer. Contrairement aux Latins qui avaient occupé la ville de 1204 à 1261 et imposé brutalement leur domination, les Ottomans pratiquent une certaine tolérance religieuse. Le système du millet ottoman accorde une autonomie relative aux communautés chrétiennes et juives. Le patriarche orthodoxe conserve ses prérogatives spirituelles sur les chrétiens de l'Empire. Cette politique pragmatique permet aux Ottomans d'intégrer rapidement les populations conquises sans provoquer de révolte permanente. Mehmed nomme même un nouveau patriarche, Gennadios Skolarios, ancien opposant à l'union des églises. Ce choix habile permet au sultan de s'attirer la sympathie du clergé orthodoxe, hostile à Rome depuis des siècles. Pour beaucoup de Byzantins, la domination ottomane semble préférable à une éventuelle soumission au pape. Cependant, la conquête entraîne des changements sociaux profonds. L'ancienne noblesse byzantine disparaît ou s'exile. Une nouvelle élite, composée de convertis à l'islam et de Turcs venus d'Anatolie, prend sa place. Le grec reste parlé dans les rues, mais le turc devient la langue du pouvoir et de l'administration. La conquête de Constantinople révèle le génie tactique de Mehmed II. Sa capacité à combiner techniques traditionnelles et innovations révolutionnaires impressionne ses contemporains. L'utilisation massive de l'artillerie, le transport des navires par voie terrestre, la coordination parfaite entre attaques terrestres et navales témoignent d'un art militaire en pleine évolution. Cette victoire établit définitivement la réputation de Mehmed comme l'un des plus grands conquérants de son époque. Il gagne le surnom de Fatih, le conquérant, et son prestige rejaillit sur tout l'Empire ottoman. Les autres puissances européennes comprennent qu'un nouvel acteur majeur vient d'apparaître sur l'échiquier géopolitique. L'armée ottomane, galvanisée par ce succès, poursuivra ses conquêtes. Dans les décennies suivantes, les Ottomans s'empareront de la Bosnie, de l'Albanie, de la Moldavie et pousseront jusqu'aux portes de Vienne. L'Europe chrétienne devra apprendre à vivre avec cette menace permanente à ses frontières orientales. Au-delà des enjeux militaires et politiques, la chute de Constantinople marque la fin d'un monde culturel et spirituel. L'Empire byzantin
était le dernier héritier direct de l'Empire romain. Avec sa disparition, c'est une continuité de 15 siècles qui se brise définitivement. La langue grecque, qui avait été celle de l'administration byzantine depuis des siècles, cède la place aux Turcs ottomans. Les dernières écoles philosophiques néoplatoniciennes ferment leurs portes. Les bibliothèques byzantines, riches de manuscrits uniques, sont dispersées ou détruites. Cette rupture culturelle aura des conséquences durables. L'Occident chrétien perd son contact direct avec l'héritage grec antique qu'avait préservé Byzance. Les savants occidentaux devront désormais reconstituer cette connaissance à partir des manuscrits sauvés par les réfugiés byzantins. L'art byzantin, avec ses icônes et ses mosaïques, disparaît progressivement de Constantinople. Les nouvelles mosquées adoptent un style architectural différent, influencé par les traditions islamiques. La ville change d'âme autant que de maître. Tous les territoires byzantins ne tombent pas en même temps que Constantinople. L'empire de Trébizonde, sur la côte de la mer Noire, dirigé par une branche de la famille des Grands Comnènes, résiste encore 8 ans. Cette enclave grecque, enrichie par le commerce avec la Géorgie et l'Arménie, espère échapper au sort de Constantinople, mais l'isolement géographique joue finalement contre Trébizonde. En 1461, Mehmed II s'empare de cette dernière, capitale byzantine, mettant fin définitivement à l'Empire romain d'Orient. David, le dernier empereur de Trébizonde, est exilé avec sa famille vers l'intérieur de l'Anatolie. Dans le Péloponnèse, les despotes de Morée, frères de Constantin XI, tentent également de maintenir une forme d'indépendance. Mais leur querelle interne facilite la conquête ottomane. En 1460, Thomas Paléologue s'enfuit en Italie avec les derniers insignes impériaux qu'il remettra au pape. Ces dernières résistances byzantines n'ont qu'une portée symbolique. Le véritable empire byzantin est mort avec Constantinople. Ces derniers héritiers ne contrôlent plus que des territoires marginaux, incapables de peser sur l'histoire. La chute de Constantinople a des répercussions particulières en Russie. Moscou se considère comme la troisième Rome, après la chute de la deuxième Rome qu'était Constantinople. Cette prétention, formulée par le moine Philoté au début du XVIe siècle, aura une influence durable sur l'idéologie russe. Ivan III, grand prince de Moscou, épouse en 1472 Sophie Paléologue, nièce du dernier empereur byzantin. Cette union symbolique permet à Moscou de revendiquer l'héritage de Byzance. L'aigle bicéphale byzantin devient l'emblème de la Russie et les tsars se proclament protecteurs de l'orthodoxie. Cette récupération de l'héritage byzantin par la Russie créera des tensions durables avec l'Empire ottoman. Les guerres russo-turques des siècles suivants auront souvent pour enjeu le contrôle de Constantinople et des détroits. Le rêve de reconquérir Tsargrad, Constantinople, hantera longtemps l'imaginaire russe. Pour les Grecs qui restent dans l'Empire ottoman, commence une longue période d'adaptation. Beaucoup conservent leur foi orthodoxe tout en s'intégrant dans le système ottoman. Certains font carrière dans l'administration impériale, devenant drogmans, interprètes, ou occupant des postes dans la diplomatie. Le quartier du Phanar à Constantinople devient le centre de la communauté grecque ottomane. Les familles phanariotes accumulent richesse et influence, servant d'intermédiaires entre le pouvoir ottoman et les populations chrétiennes. Elles fourniront même des hospodars, gouverneurs, aux principautés danubiennes. Cette adaptation ne va pas sans compromis. Beaucoup de Grecs adoptent des éléments de la culture ottomane tout en préservant leur identité religieuse. Cette synthèse culturelle donnera naissance à des formes artistiques et littéraires originales, mélangeant tradition byzantine et influence ottomane. L'Église orthodoxe joue un rôle crucial dans cette préservation identitaire. En conservant la liturgie en grec et en maintenant les traditions byzantines, elle permet aux communautés chrétiennes de garder un lien avec leur passé impérial. Sous domination ottomane, Constantinople se transforme progressivement. Mehmed II
lance un vaste programme de reconstruction qui redonne vie à la cité dépeuplée. Il fait venir des artisans de tout l'Empire, architectes de Bursa, maçons d'Édirne, décorateurs de Damas. Les nouveaux quartiers s'organisent autour des mosquées qui deviennent les centres de la vie communautaire. Chaque mosquée s'accompagne d'une école coranique, d'un hammam, d'un caravansérail et de boutiques. Cette organisation urbaine, typiquement ottomane, modifie profondément le paysage de l'ancienne Constantinople. Le Grand Bazar, dont la construction commence sous Mehmed II, devient l'un des plus grands marchés couverts du monde. Ces 4000 boutiques attirent des marchands de l'Europe entière, faisant de Constantinople un carrefour commercial international. Les anciens palais byzantins sont réaménagés selon le goût ottoman. Le palais de Topkapi, résidence principale du sultan, s'étend sur plusieurs hectares avec ses jardins, ses pavillons et ses cours d'honneur. Son architecture, mélange d'influences byzantines et islamiques, symbolise la synthèse culturelle de la nouvelle Constantinople. La conversion de Sainte-Sophie en mosquée n'est que le début d'une transformation religieuse plus large. Mehmed II fait construire une grande mosquée qui porte son nom, la mosquée Fatih, sur l'emplacement de l'ancienne église des Saints Apôtres où étaient enterrés les empereurs byzantins. Cette politique de construction de mosquées ne vise pas seulement à islamiser l'espace urbain. Elle répond aussi à des besoins pratiques. La population musulmane de Constantinople augmente rapidement avec l'arrivée de nouveaux colons turcs et la conversion de certains habitants. Paradoxalement, le nombre d'églises orthodoxes dans la ville reste important. Les Ottomans autorisent les communautés chrétiennes à conserver leurs lieux de culte, moyennant le paiement de taxes spécifiques. Cette tolérance relative contraste avec la politique plus brutale que mènent parfois les États chrétiens envers leurs minorités musulmanes. Les confréries soufis s'implantent également dans la ville, apportant leur mystique et leurs pratiques rituelles. Leurs couvents deviennent des centres d'influence spirituelle et parfois politique. Cette diversité religieuse donne à la nouvelle Constantinople une richesse culturelle particulière. La conquête ottomane bouleverse les équilibres commerciaux en Méditerranée orientale. Les comptoirs génois de la mer Noire, qui dépendaient de Constantinople pour leur approvisionnement, périclitent rapidement. Kaffa, la principale colonie génoise de Crimée, sera conquise par les Ottomans en 1475. Venise, plus pragmatique, s'adapte rapidement à la nouvelle situation. La Sérénissime République négocie des accords commerciaux avec Mehmed II, acceptant de payer des droits de douane en échange du maintien de ses privilèges commerciaux. Cette adaptation lui permet de conserver une partie de son influence en Méditerranée orientale. Cependant, le monopole italien sur le commerce oriental touche à sa fin. L'Empire ottoman contrôle désormais directement les routes vers l'Asie, pouvant imposer ses conditions aux marchands européens. Cette situation pousse l'Europe à chercher de nouvelles voies commerciales, accélérant l'âge des explorations. Les banquiers florentins, moins implantés politiquement que Gênes et Venise, s'adaptent mieux à la nouvelle donne. Ils établissent rapidement des relations avec les nouveaux maîtres de Constantinople, finançant le commerce ottoman naissant. La conquête de Constantinople oblige l'Europe à développer de nouvelles pratiques diplomatiques. Pour la première fois depuis les croisades, une puissance musulmane s'impose comme un acteur majeur de la politique européenne. Il faut apprendre à négocier avec un empire qui ne partage ni la religion ni les codes culturels de l'Europe chrétienne. La France de François Ier sera la première puissance chrétienne à nouer une alliance formelle avec l'Empire ottoman en 1536. Cette alliance impie scandalise l'Europe chrétienne, mais répond à une logique géopolitique, contrer la puissance des Habsbourg, d'Espagne et d'Autriche. Cette évolution diplomatique transforme l'équilibre européen. L'Empire ottoman devient un recours pour les puissances européennes en conflit avec l'empereur ou le pape. La politique de l'équilibre européen ne peut plus ignorer cette nouvelle force orientale. Les ambassadeurs européens à Constantinople doivent adapter leurs méthodes aux usages ottomans. Ils découvrent un protocole complexe, une administration raffinée
et une culture diplomatique sophistiquée. Ces contacts transforment progressivement l'image que l'Europe se fait de l'Orient. Au fil des siècles, la chute de Constantinople devient un mythe autant qu'un événement historique. Pour l'Europe chrétienne, elle symbolise la menace permanente de l'islam aux portes de l'Occident. Pour le monde musulman, elle représente la victoire de la foi sur l'infidélité. Cette mythification masque parfois la réalité historique. La conquête ottomane ne fut ni plus ni moins brutale que d'autres conquêtes de l'époque. Les Ottomans firent preuve d'une tolérance relative envers les populations conquises, politique qui explique en partie la longévité de leur empire. Le personnage de Constantin XI devient lui aussi légendaire. Sa mort héroïque sur les murailles de sa capitale en fait un héros tragique, dernier représentant d'un monde révolu. Cette image romantique occulte parfois les erreurs politiques et militaires qui ont contribué à la chute de l'Empire. Mehmed II, inversement, est tantôt diabolisé par les chroniqueurs chrétiens, tantôt idéalisé par les sources ottomanes. La réalité historique révèle un souverain complexe, à la fois conquérant impitoyable et mécène cultivé, pragmatique, politique et visionnaire stratégique. Plus de 5 siècles après les événements, la chute de Constantinople continue d'influencer les relations entre l'Europe et la Turquie. L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ravive parfois ses mémoires anciennes, comme si l'histoire de 1453 pesait encore sur les relations contemporaines. Istanbul moderne porte toujours les traces de cette rupture historique. Sainte-Sophie, redevenue musée puis mosquée, symbolise les transformations successives de la ville. Les murailles théodosiennes, en partie conservées, rappellent l'héroïque résistance byzantine. Pour les Grecs modernes, la chute de Constantinople reste une blessure non cicatrisée. Le rêve de la grande idée, qui visait à reconstituer l'Empire byzantin, entra la politique grecque jusqu'au désastre d'Asie mineure en 1922. Encore aujourd'hui, les relations gréco-turques portent l'empreinte de cette histoire douloureuse. Le 29 mai 1453 ne marque pas seulement la fin d'un empire, mais le basculement d'une époque. Cette date, traditionnellement considérée comme la fin du Moyen Âge, ouvre l'ère moderne. L'Europe perd son dernier lien direct avec l'Antiquité, mais gagne l'impulsion qui la poussera vers les grandes découvertes. La chute de Constantinople révèle l'efficacité des nouvelles techniques militaires face aux fortifications traditionnelles. Elle annonce une révolution dans l'art de la guerre qui transformera l'Europe des siècles suivants. L'âge des châteaux forts cède place à celui des canons et des citadelles modernes. Pour l'Empire ottoman, cette conquête marque l'apogée d'une expansion qui durera encore 2 siècles. Maître des détroits, contrôlant les routes commerciales entre l'Europe et l'Asie, l'empire de Mehmed II devient une puissance mondiale. Istanbul remplace Constantinople comme pont entre l'Orient et l'Occident. Cette histoire nous rappelle que les civilisations, même les plus durables, peuvent disparaître. L'Empire byzantin avait survécu 1000 ans aux invasions barbares, aux conquêtes arabes, aux croisades occidentales. Il a finalement succombé face à une puissance émergente qui maîtrisait mieux les technologies de son époque. Mais cette chute n'est pas qu'une destruction. Elle libère des énergies nouvelles, précipite des évolutions déjà en cours, ouvre des horizons inattendus. Les réfugiés byzantins enrichissent la Renaissance italienne. L'Europe, privée des routes orientales, découvre l'Amérique. L'humanité sort transformée de cette tragédie apparente. Ainsi se termina, un matin de printemps 1453, l'histoire millénaire de l'Empire romain d'Orient. Dans les rues de Constantinople devenue Istanbul, une nouvelle page